Alors, donc premier café psychomote de l'ISRP de l'année. L'idée pour nous ce soir, c'est de vous inviter à débattre. Donc, on va avoir des présentations, mais l'idée, ça va vraiment être de vous inciter à échanger, d'échanges d'idées pour pouvoir un petit peu faire avancer les réflexions. On commencera avec Franck Piteri, qui est directeur de l'IFP de La Réunion, mais surtout responsable du labo de recherche et qui complétera sa présentation, qui posera des bases un petit peu quand même fondamentales, méthodologiques, sur ce que peut être de la recherche en psychomote. Ensuite, nous aurons deux étudiantes chercheuses, on va dire ça comme ça. Ah. Voilà. Professionnelles aussi, en master de psychomote, qui vont vous présenter leur étude, mais surtout voilà, un petit peu ce qui leur a plu, ce qui leur a peut-être pas plu, ce qui a permis, voilà, qui pourra peut-être vous donner des éléments très concrets pour vous convaincre que la recherche, c'est peut-être pas si mal que ça. Et puis, on aura des éléments de discussion, d'échange dans le public, de toute évidence. Voilà. Bonsoir. Passez une très bonne soirée. Alors, c'est le premier café psychomote. Donc, comme disait Florent, on va essuyer les plâtres. Le souhait, c'est pas de faire un exposé théorique, construit, etc., comme une conférence. C'est plutôt que ce soit en échange avec vous, même si la configuration de la salle fait un peu position magistrale. Hein, voilà, on est les uns en face des autres. Bien, alors moi, ce que je voulais poser comme démarrage, c'est la question de comment on crée de la connaissance en psychomote. En psychomotricité, puisque c'est un peu le fond de l'objectif premier dans la question de la recherche, c'est de créer de la connaissance. Et vous avez été, alors pour tous ceux qui sont déjà diplômés, puisqu'il y a des étudiants aussi dans la salle, ceux qui sont déjà diplômés, certains ont eu leur diplôme il y a l'année dernière, d'autres il y a 10 ans, d'autres il y a 20 ans. Comment s'est créé, ou plus, d'autres comment se sont créées les connaissances sur cette période, sur cette durée. Et comment vous faites pour aller les chercher quand vous ne vous mettez pas en position d'en créer? Donc voilà, c'est un petit peu ça la question de la recherche qui se pose. Après, les moyens d'y arriver, ça va être l'objet un peu des échanges qu'on pourra avoir. Lorsque vous êtes diplômé, vous faites de la clinique, vous vous rendez rapidement compte que, comme dans toute discipline, il y a des points qui sont déjà bien développés, certains points qui sont flous, votre expérience clinique s'augmente, vous repérez des choses qu'on ne vous a jamais apprises, vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire, et puis vous dites, bon, j'aimerais bien avancer un peu sur ce point-là. Et là, vous vous trouvez devant un premier écueil, c'est qu'on ne vous a pas formé à la méthodologie dans votre diplôme d'État. Donc le programme de 98 sur lequel tout le monde fonctionne encore ne contient pas une seule demi-heure de méthodologie de recherche. Enfin, il y a une méthodologie de mémoire, mais elle n'est pas assimilée à une méthodologie de recherche. Donc voilà, le premier écueil, quand on est psychomotricien et qu'on veut faire de la recherche, c'est qu'on n'a pas été formé pour la faire. Alors, il faut trouver des ressources pour monter un projet de recherche et le faire fonctionner. Ça peut être s'inscrire dans une formation qualifiante, hein, faire un master, faire un DU de recherche. Ça peut être apprendre sur le tas et essuyer les plâtres de l'apprentissage sur le tas. Ça peut être rentrer dans un groupe avec des gens qui font déjà de la recherche, etc. Donc il y a des moyens de rentrer et d'acquérir progressivement ces compétences méthodologiques. Et puis après, quand vous voulez des connaissances, vous allez les chercher là où elles existent, c'est-à-dire dans les publications scientifiques. Alors les publications scientifiques, maintenant, elles sont multiples. Il y a l'Internet qui met une quantité incroyable de documentation à disposition. Et pour la trier, pour la chercher, déjà pour y accéder, en full text, comme on dit, en texte complet, pour y accéder, pour pouvoir accéder aux articles, pour pouvoir les comprendre. Ils sont tous écrits en anglais scientifique. Et le pire, c'est en anglais, du français traduit en anglais. Donc voilà, comment on fait pour accéder à ces connaissances? Bien sûr, il y a les revues scientifiques en psychomotricité ou revues de psychomotricité. Il y a les revues internationales. Et une fois que vous avez fait des recherches sur une thématique précise, en général, vous trouvez beaucoup d'informations auxquelles vous n'avez pas pensé et vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez. Donc
voilà, comment vous allez combler les trous et créer trouver des réponses, ou en tous les cas avancer sur votre questionnement initial qui vous fait chercher de la documentation, chercher de l'information. Voilà, si on peut échanger autour de ces questions-là et éventuellement rentrer dans des détails plus précis de méthodologie si ça vous intéresse, je pense qu'on aura bien rempli notre mission de ce soir. Vous avez des questions, des remarques? Comment ça s'organise, notre maître de séance là? On fonctionne comment? On va essayer systématiquement d'avoir un micro, puisque vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous informe, on est enregistré, vous êtes filmé, souriez. Enfin, c'est surtout les intervenants qui doivent sourire. Et on est en train de voir pour donner une accessibilité plus ou moins restreinte à cette vidéo, pour pouvoir se la repasser en boucle. Elle sera sur YouTube, mais on ne connaît pas les possibilités d'accès. Donc voilà, ça va dépendre des administrateurs web, et ça, j'ai pas la main dessus. En revanche, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'a déjà dit Monsieur Piteri? Bonjour, donc je viens du monde de la recherche mais médicale et industrielle. Donc j'ai plein d'interrogations sur la recherche en psychomotricité. Et la première, vous venez de dire que donc l'objet de la recherche, c'était la connaissance. Donc pour moi, ça signifierait que la recherche en psychomotricité serait pour l'instant plutôt une recherche fondamentale pour acquérir de la connaissance, ou y aurait-il aussi un côté pratique? Alors, et quand appliqué? je dis connaissance, ce n'est pas uniquement le fruit de la recherche fondamentale. Là, on est actuellement en psychomotricité, en tous les cas pour les travaux que je connais, on est plutôt dans une recherche appliquée, avec une méthodologie mixte. On pourra en parler, à la fois qualitative et quantitative. Voilà, c'est plutôt des recherches appliquées. Il y a sans doute des gens qui travaillent sur des questions fondamentales qui concernent la psychomotricité. Ce n'est pas nécessairement des psychomotriciens eux-mêmes, d'ailleurs. Voilà. Au niveau du but du coup d'une recherche en psychomotricité, pour un médicament, on a un but premier qui paraît évident, c'est de ne pas tuer le patient et d'avoir quelque chose qui soigne directement. Donc l'objet s'impose presque de lui-même. On a quelque chose qui peut potentiellement être dangereux, donc on fait des études pour prouver que on n'est pas dangereux. En psychomotricité, s'il y avait un objet premier pour faire des recherches, quel serait-il ? Alors, je ne vais pas nécessairement faire une réponse exhaustive à la question. En tous les cas, ma perception des choses, et c'est autour de ces objectifs-là qu'a été réactiver le laboratoire qui s'appelle IRPM. Au jour d'aujourd'hui, notre analyse, c'est qu'on manque de données prouvant l'efficacité des interventions en psychomotricité, et on manque d'outils techniques, d'outils d'évaluation ou de méthodes d'intervention ou de modèles d'intervention validés, soit pour des pathologies, pour des âges particuliers, etc. Donc on manque de ça. Donc en tous les cas, dans notre dynamique, dans le laboratoire, notre souci, c'est soit de faire des études d'impact qui visent à évaluer l'efficacité d'intervention pour des pathologies particulières, soit monter d'organiser une méthode qui permet de valider des outils d'évaluation pour une tranche d'âge particulière, par exemple. Ça, c'est les objectifs principaux. Après, on a des objectifs un peu plus secondaires, mais les outils principaux, c'est ça. Donc au niveau de la méthodologie, est-ce que vous vous rapprochez plus d'une méthodologie type médicaments, essais, avec des contrôles, avec une analyse statistique, avec deux groupes différents de patients, un qui a la nouvelle pratique et un autre qui a autre chose? Ou est-ce que vous vous rapprochez plus d'une recherche en psychologie ou en sciences humaines? Alors là, que je ne connais pas du tout, donc peut-être... Alors, ce que l'on cherche, l'autre objectif, c'est d'avoir, en tous les cas pour les études d'impact par exemple, c'est d'avoir un niveau de preuve le plus élevé.
Alors, une chose que l'on ne peut pas faire avec une intervention en psychomotricité, c'est du double aveugle. Puisqu'on ne peut pas faire la relaxation, par exemple, à quelqu'un sans qu'il sache qu'il fait de la relaxation. D'accord ? Donc, on ne peut pas avoir ce niveau de preuve en psychomotricité. Par contre, on peut randomiser des groupes dans l'affectation des gens, dans les groupes. On peut essayer de différencier, de faire la différence entre celui qui évalue et celui qui intervient, au début et à la fin. Donc, on peut enrichir la méthodologie de façon à hisser un peu le niveau de preuve pour les résultats que l'on aura obtenus. Mais on ne va pas être dans un modèle de recherche du médicament. On n'est pas dans ce modèle-là. Oui. L'autre partie de la question, c'était, je ne me rappelle plus. On est plutôt sur des méthodologies mixtes. Voilà, on n'est pas sur des méthodologies, on n'est pas entièrement. On a besoin d'avoir de la mesure et on a besoin d'avoir du qualitatif. Voilà, on est toujours à associer ces deux dimensions-là, et c'est bien d'avoir des variables de contrôle mesurées avec une approche qualitative à côté. Voilà, nous, enfin, ce qui nous semble le plus adapté par rapport au contexte de la psychomotricité, au cadre théorique de la psychomotricité. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que, alors, à côté des études de mesure d'impact et des études qui vont viser à la validation donc des interventions ou à l'élaboration d'objets, d'outils d'intervention ou de tests, on a aussi pas mal d'études qui portent sur des pathologies psychomotrices, des syndromes psychomoteurs, des profils psychomoteurs. Et là, on va être avec une méthode qui va être beaucoup plus proche de ce qui est utilisé en psycho, bien évidemment, puisqu'il s'agit à ce moment-là d'analyse factorielle à partir de données collectées sur des groupes, sur des populations, avec population contrôle ou pas. Donc ça, à ma connaissance, ça porte surtout sur... Enfin, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était surtout sur le développement de l'enfant. Toutes des études, soit des cohortes, comme les travaux de Vèvre-Douré, qui a suivi donc des cohortes de bébés, de jeunes enfants. Et puis, il y a eu des études qui ont porté sur la dyslexie, sur les dysharmonies de développement, sur les profils psychomoteurs des enfants dysgraphiques, des choses comme ça. Et là, on est beaucoup plus proche de ce qui se fait en psycho. Mais toujours, effectivement, dans un construit paradigmatique qui va être du côté de la méthode mixte, parce que c'est aussi, de toute façon, nos outils d'évaluation en psychomotricité peuvent jamais être purement quantitatifs. Ce qui pourrait être intéressant, là, au vu de la façon dont ça se construit, c'est peut-être de faire intervenir les demoiselles à côté pour avoir des exemples très concrets, parce que j'ai l'impression que ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Et là, je pense qu'on va avoir vraiment des éléments très, très concrets. Rien qu'à l'évocation de vos deux sujets, je pense que de suite, on va se rendre compte à quel point la psychomotricité est quelque chose de large et qui, en même temps, peut être très précis. Alors, bonsoir. Marion Garcia, je suis psychomotricienne. J'ai terminé mon master cette année. Et dans le cadre du master, j'ai fait une recherche. En fait, mon sujet, c'était de montrer de montrer la pertinence de l'utilisation de l'outil Wii, donc le jeu Nintendo, avec des adultes déficients mentaux. Voilà, je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé et donc j'ai construit une réflexion et une étude là-dessus. Voilà. Alors, peut-être que je vous ai dit le sujet. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir sur cette recherche ? J'attends plutôt vos questions plutôt que de vous expliquer tout, comment ça s'est passé, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, de savoir ? Voilà, vous avez mon thème. Tu vas donner le tien et puis après, vous allez faire un mélange des deux.
Oui, donc bonsoir, Marine Schwab. Donc j'étais dans la promo de master de recherche de l'année dernière avec Marion, donc j'ai terminé aussi. Moi, j'ai fait une recherche dans le cadre de justement sur une pathologie, comme on en parlait à l'instant. Moi, je travaille dans un IME pour enfants autistes et j'ai fait une recherche sur l'influence de l'intégration sensorielle sur l'hypersélectivité alimentaire, un sujet assez pointu, par le biais d'études de cas d'enfants que je suivais, et je voulais montrer en quoi l'intervention en psychomotricité pouvait favoriser la diversification alimentaire. Vous n'êtes pas forcé d'avoir des questions spécifiques sur ce sujet, mais sur la méthodologie, sur les choses comme ça. Et puis moi, je me suis beaucoup intéressée aussi à un sujet que je trouvais compliqué, qui était le positionnement d'être praticien-chercheur, c'est-à-dire de travailler dans le lieu dans lequel on fait sa recherche et les implications que ça peut avoir, d'avoir un peu ce double positionnement. Enfin, j'ai pas les réponses, hein, je vous le dis, mais on peut en discuter. Mais c'est un des sujets qui m'avait vraiment intéressée dans l'élaboration de mon mémoire. Voilà. Alors moi, il y a 2 questions qui m'intéressent par rapport à ce que vous avez dit. C'est effectivement la place qu'un psychomotricien qui fait de la recherche peut avoir, et est-ce que c'est facile de rentrer dans ce milieu, si on pourrait dire. Et aussi, je me suis posé aussi la question pendant ma première année, parce que je suis encore dans les études, de... comment dire, par rapport aux jeux vidéo ou à la Wii, qu'est-ce que ça pouvait faire travailler, et oui, qu'est-ce que ça pouvait faire travailler aux patients, et parce que j'ai un peu du mal, comme c'est virtuel et que l'espace et le temps sont un peu différents de la réalité. Enfin, l'approche, je ne sais pas trop comment le définir. Désolée. Si vous avez quelques informations à paraître sur ça. Alors, pour la première question, déjà, je retiens quelque chose. Tu poses la question, comment on fait pour rentrer dans ce milieu ? En fait, c'est accessible à tous les psychomotriciens, à la recherche. Après, il est vrai que si je n'avais pas fait le master, je ne sais pas si j'aurais fait la recherche. Ça m'a un peu boosté, ça m'a un peu... comme il fallait que je trouve un sujet, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que... Et en fait, il y a plein de trucs. On peut, franchement, en psychomotricité, on a un terrain de jeu immense. Après, faut se fixer des objectifs accessibles en fonction, en fonction du lieu où on travaille, de ce qui nous intéresse et des patients qu'on a, quoi. Voilà. Après, pour la réponse, mais tu compléteras la réponse à la question, est-ce que c'est... En fait, finalement, on adopte une double posture. C'est-à-dire qu'à la fois, on est psychomotricien, praticien avec nos patients, et on est là d'abord dans le cadre du soin psychomoteur. Et après, forcément, en arrière-fond, on a notre grille d'analyse, notre plan d'observation, quels sont les éléments qu'on veut recueillir, est-ce que c'est du qualitatif, est-ce que c'est du quantitatif, et du coup on est obligé de se décentrer en même temps, de prendre du recul par rapport à notre position de psychomotricien praticien pour analyser. C'est un peu comme une caméra finalement, il y a le focus et puis il y a le zoom arrière, là. Enfin, j'y connais rien. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Où finalement, on analyse la situation, on la prend en gros plan, quoi, et puis on analyse les différents éléments. Et en fait, de mon point de vue, moi, j'ai aussi analysé cette posture-là. Et après avoir réfléchi sur cette question, je me dis que finalement, tout psychomotricien devrait faire ça. C'est-à-dire à la fois, parce que si on est tout le temps le nez dans le guidon, on ne peut pas... je pense que soit on se dit, ouais, j'ai fait ça, mais en fait, je ne sais pas trop à quoi ça a servi, je ne sais pas si mon patient il va bien, je ne sais pas si c'était pertinent. Donc on est un peu le nez dans le guidon, mais finalement,
je pense que c'est important d'analyser ce qu'on fait et pour avoir du recul à la fois sur la progression du patient et à la fois sur nous, ce qu'on propose en tant que psychomotricien. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'il faut moduler? Est-ce qu'on s'est complètement planté et qu'il vaut mieux abandonner et prendre autre chose? Mais c'est aussi c'est une certaine forme d'humilité aussi, de prendre du recul. C'est ça. Si tu veux compléter peut-être. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que quand on est praticien, on est souvent beaucoup dans la subjectivité et qu'on a beau essayer de prendre du recul, c'est pas toujours facile quand on est dans le cadre d'une séance, par exemple. On n'a pas toujours le temps entre deux séances ou après de réfléchir à ce qu'on a fait, à pourquoi on l'a fait, etc. Donc je trouve que la recherche, effectivement, ça apporte en tout cas un premier pas vers un petit pas de recul, une certaine objectivité sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait, est-ce que ça marche ou pas. En tout cas, ça donne l'occasion de se poser cette question. Après, je pense qu'il y a peut-être des praticiens qui le font sans faire de recherche en tant que tel, sans le savoir, qui le font quand même dans le cadre de leur pratique, et c'est bien. Ça peut être même au niveau du travail en équipe, par exemple, où justement, c'est aussi à ça que ça sert de confronter son travail avec d'autres professionnels, de savoir expliquer ce qu'on fait aussi, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on en retire, de se confronter à des questions. Enfin, je pense qu'il y a aussi de la recherche un peu informelle qui peut se faire. Sur l'aspect de comment on arrive là-dedans, donc c'est vrai que nous, on a été quand même bien aidé là-dessus par un master, mais ce que disait Franck Piteri tout à l'heure, je pense qu'il y a plein de biais en fait de le faire, c'est d'intégrer une équipe qui fait peut-être déjà de la recherche. Ça peut être aussi une porte d'entrée. Moi, j'ai fait le master, je dirais, pour faire de la recherche. J'avais déjà ces questionnements autour de l'autisme. Donc je me suis dit justement que j'avais pas les outils et que moi j'étais pas du tout dans un grand centre hospitalier ou dans un centre de recherche. Donc c'est l'inverse. J'ai fait le master pour faire ma recherche parce que je me suis dit que ça me donnerait la méthodologie notamment nécessaire. Je pense qu'il y a autant de portes d'entrée, que c'est pas du tout quelque chose d'exhaustif. Au niveau de la question sur le positionnement, je reviens là-dessus parce que c'était un des éléments de la question. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a deux positions, il y a deux postures distinctes et qu'on ne peut pas les avoir alternativement l'une et l'autre. C'est très difficile. En fait, on est forcé d'endosser un peu les deux casquettes en même temps. En tout cas, quand on est dans le cadre vraiment d'une recherche sur son lieu de travail, ce qui n'est pas forcément le cas, mais je pense que c'est la majorité actuellement sur l'état de la recherche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des recherches et qui sont en même temps praticiens et souvent sur leur lieu de travail. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être des recherches... je me tourne vers ceux qui s'y connaissent plus, de gens qui vont vraiment avec un but de chercheur, avec leur casquette de psychomotricien, mais qui ne sont pas directement praticiens et qui peuvent avoir peut-être plus ce recul-là. Mais bon, moi, ce n'est pas l'expérience que j'en ai. J'ai que celle de ce que j'ai fait. Oui, donc ce qui est difficile, je trouve, c'est de réussir à avoir les deux rôles en même temps, de ne pas tomber dans le piège. Moi, j'étais intéressée par la dimension éthique, de se dire, on est dans une recherche qui veut prouver quelque chose, mais en même temps, c'est des enfants avec lesquels on travaille, c'est des enfants, moi je travaille avec des enfants, toi avec des adultes, mais c'est aussi des personnes et on a aussi... des fois on se dit, il ne faut pas fausser la recherche, il ne faut pas changer par exemple le protocole, mais si en cours de recherche, moi je sais que ma recherche a duré 18 mois, c'était quelque chose de long, je ne referais pas forcément la même chose dans la même façon de le faire parce que je me suis dit par exemple, si en cours d'études, je m'aperçois que mon protocole finalement je pourrais mieux faire. Mais je ne peux pas le changer parce que changer le protocole va changer ma recherche. Je ne peux pas, une fois qu'on est parti, voilà. Mais en même temps, les enfants avec lesquels je travaille, si je peux à ce moment-là faire mieux pour eux, on est un peu dans un dilemme éthique de se dire qu'est-ce que je privilégie à ce moment-là. Je pense que c'est des questions qui sont importantes à soulever, sur lesquelles peut-être que vous voulez rebondir d'ailleurs. Sort qu'on redonne la parole. J'avais juste... Non, mais j'avais une question, mais peut-être plus généralisée en fait, mais parce que vous y avez répondu en partie, mais par rapport à justement la proposition de recherche, je voulais savoir quand vous faisiez ça justement dans les lieux de travail, comment ça avait pu être entendu, soutenu par les équipes, comment ça avait pu être mis en place en fait, plus concrètement. Et après, j'ai une autre question. Ouais, justement, ça, c'est aussi quelque chose que j'avais, sur lequel je m'étais un petit peu penchée dans le cadre du master. C'est notamment que pour faire une recherche sur son lieu de travail, on a vraiment une part importante, je trouve, de formation des équipes, notamment parce que la recherche dans le paramédical et en psychomotricité en particulier, c'est pas du tout forcément quelque chose de connu. Que, en tout cas, dans le cadre de ma recherche, c'était pas uniquement sur mes prises en charge.
il y avait des choses, là c'est dans le détail de ce que je faisais, mais qui avaient besoin d'être repris par les équipes au quotidien. Donc il fallait aussi leur expliquer en gros pour quelles raisons il fallait qu'ils jouent le jeu et dans quel but. Donc il y a aussi vraiment une part d'information, de formation aussi, parce que c'est des gens qui eux se sont pas engagés dans une dimension de recherche, donc ils veulent bien le faire jusqu'à un certain point. Je pense notamment au recueil de données, par exemple. Donc c'est aussi d'apprendre un peu sur le tas à des gens, quand nous-mêmes on découvre un petit peu les outils, mais comment les utiliser, à quoi ça sert. Moi je travaillais avec des enfants, il y avait aussi d'informer et d'expliquer aux parents, déjà d'obtenir leur consentement dans un premier temps, ce qui est quand même important, et puis de leur expliquer aussi pourquoi ils accepteraient de faire ça. En général, comme on est dans moi, j'étais dans une dimension d'études, donc les gens sont relativement compréhensifs. Mais de leur expliquer quel est le but, qu'est-ce que ça peut apporter, pourquoi est-ce qu'on s'engage aussi dans la recherche, qu'est-ce que ça apporte à la profession, qu'est-ce que ça peut apporter pour la connaissance de la pathologie de leur enfant, ou ce genre de choses. Et je pense que oui, c'est aussi un point qui est important. Juste pour compléter, je pense que au niveau des quand on a une idée comme ça, on se dit tiens, je ferais bien une recherche sur tel sujet. Alors c'est dans le cadre du master, c'est dans le cadre d'autres choses. Après, il faut communiquer dessus. Ce que tu disais, c'est que il faut aller voir son directeur. C'est concrètement, c'est aller voir le directeur, dire bon voilà, moi je fais telle étude, telles études, je voudrais mener une recherche comme ci, comme ça, avec tel protocole, avec tel patient, tel jour, à telle heure. Est-ce que vous validez, est-ce que vous invalidez, est-ce que ça vous pose des problèmes ? Il y a un moment où faut dire les choses, quoi. Et puis après, si c'est validé, ou si c'est pas validé, faut voir pourquoi c'est pas validé et voir s'il y a des aménagements qui sont possibles pour quand même arriver à faire ce qu'on veut, parce que des fois nous on n'a pas tous les paramètres en tête et le directeur de l'institution peut dire non, c'est pas possible pour telle et telle raison, et, ah oui, j'y avais pas pensé. Bon, donc après il faut revoir un peu son protocole pour voir si c'est jouable. Et puis après, oui, très important, communiquer auprès des équipes. Et puis, en fait, le fait de communiquer auprès des équipes, de dire pourquoi on fait ça, pourquoi on a besoin de telle personne, à tel moment, qu'est-ce qu'on lui fait faire, etc. Ça nous permet de prendre aussi, ça rejoint la question précédente, cette double posture d'analyse. C'est-à-dire finalement, ça nous renvoie à ce qu'on fait et à nous-mêmes à nous poser des questions. Et ces moments d'échange sont précieux parce que souvent les autres professionnels ont des questions auxquelles on n'a pas pensé. Et du coup, on se dit, ouais, en fait, il faut que je me pose cette question-là et il faut que j'y réfléchisse. Et du coup, c'est très... la recherche, ça ne se fait pas seule. Voilà. Oui. Ouais. Ouais, en fait, moi j'ai inclus d'emblée un membre de l'équipe dans ma recherche. Alors il se trouvait que là c'est du pratico-pratique. Comme c'était les mercredis après-midi, le mercredi après-midi, je pouvais pas avoir, parce que les salles étaient disponibles que le mercredi après-midi, je pouvais pas avoir tout le temps la même personne. Donc j'ai rencontré différents collègues qui étaient intéressés. Donc c'est aide-soignant, AMP, ergothérapeute, voilà. Et je leur ai expliqué ce que je voulais faire. Ils m'ont dit oui, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas. Après, moi, j'ai retenu 4 noms. Et après, d'une semaine sur l'autre, j'étais sûre d'avoir une personne. Donc déjà, moi, pour m'aider, parce que je pouvais pas tout faire toute seule. Et eux, ça leur... du coup, on a eu des échanges super riches parce qu'ils me disaient « Ah ouais, je comprends mieux ce que tu fais en psychomotricité. Ah oui, mais alors c'est hyper intéressant. Mais alors ça, pourquoi tu leur fais faire ça comme ça? Mais alors, tu crois qu'au moment du coucher, je pourrais aussi lui proposer parce que j'ai vu que tu t'y prenais comme ça. » Et donc, du coup, en fait, ça crée du lien. Et donc, je pense que ouais, c'est important de les impliquer. Après, on ne leur demande pas... voilà, moi, c'était là, oui. Je ne demandais pas aux aides-soignants de refaire un atelier oui à la façon psychomote. Non, mais voilà, c'est un soin psychomoteur que je propose à un moment T.
j'ai mes objectifs thérapeutiques. Après, la oui peut être utilisée à d'autres moments, le week-end, un dimanche après-midi, il pleut, et ce sera plus sur le mode loisir, et il n'y aura pas d'objectifs, enfin d'autres objectifs en tout cas. Voilà. Et Oui, je voulais juste revenir sur cette histoire de posture, parce que quand même, dans la réalisation concrète, ça prend beaucoup d'importance. Ce n'est pas juste un point de discussion comme ça. Ça fait... là, on en est au deuxième programme où on a fait travailler une quinzaine de psychomotriciens. On les a formés, les formations ont duré plus d'1 an, etc. Donc on a un peu de recul sur la façon dont les collègues se positionnent et progressivement s'approprient cette posture de chercheur, ou au moins d'expérimentateurs. Alors, tu en as un petit peu parlé sur les objectifs, par exemple. Hein, on voit, quand vous démarrez un suivi avec quelqu'un, globalement, ce que vous cherchez, c'est que la personne évolue sur certains objectifs, certains axes développementaux, comportementaux, je ne sais pas, identitaires. Mais voilà, vous avez globalement un projet partagé avec cette personne. Et la gestion du temps autour de ce projet va être quand même dépendante de chaque séance. Vous allez vous adapter. Vous n'avez pas autant de vous avez des contraintes, mais elles ne sont pas extrêmement fortes au niveau de ce qui va se passer dans la relation avec le patient. Quand vous êtes dans un cadre de recherche, c'est complètement différent. Parce que bien sûr, vous avez l'éthique qui chapeaute tout ça, donc vous n'êtes pas là pour faire du mal aux patients, hein, on est clair. Mais votre objectif, c'est de mettre en œuvre un modèle particulier d'intervention, de je sais pas quoi, de raisonnement, de mettre en œuvre un modèle en respectant vraiment le modèle qu'on vous demande de mettre en œuvre. Même si au fur et à mesure de sa mise en œuvre, vous vous rendez compte qu'il y a des petits éléments qui pourraient être améliorés. Et puis votre mission, votre objectif, c'est de recueillir de l'information, des données. Vous devez recueillir des données. D'une certaine manière, à un certain moment, avec un certain rythme, vous devez recueillir des données et vous aurez une deadline pour recueillir ces données. Vous n'aurez pas tout le temps que vous voulez. Donc ça vous met dans une position de regard sur la relation, de regard sur l'autre. Vous changez votre cadre d'analyse de la situation. Et le passage de l'un à l'autre, il est compliqué à gérer. Et se rajoute autre chose qu'on oublie un petit peu, c'est que dans la recherche, il y a une paperasse monstrueuse, quoi. Hein, vous avez des trucs à remplir, vous avez un tas d'outils qu'il faut renseigner, etc. Donc ça vous consomme du temps. Alors quand vous avez fait un rendez-vous avec un patient, vous prenez votre dossier à la fin de la journée ou à la fin de la séance, vous remplissez votre truc, ça vous prend 10 minutes, c'est terminé. Quand vous faites une recherche, c'est pas ça du tout. Vous avez un vrai temps de prise de notes, de vérification que toutes les données sont bien rentrées, etc. Donc ça change votre rythme de travail. Et quand vous abordez un patient, vous avez « Ah, la dernière fois j'ai oublié de noter ça, il ne faut pas que j'oublie ceci, etc. » Donc votre fonctionnement quand vous entrez en relation, il n'est pas exactement pareil. Et bien ça, il y a des gens qui le supportent bien et d'autres qui ne le supportent pas. Voilà, c'est compliqué pour certains. Donc ça s'apprend aussi, je veux dire, on s'exerce. Hein, c'est pour tout le monde pareil d'ailleurs. Hein, quand on fait de la clinique et de la recherche, tout le monde passe par là. C'est pas, donc on peut supporter plus ou moins bien cette double casquette. Il y a un autre effet aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est l'immense enrichissement, alors tu en as parlé pour la communication, mais pour la clinique, pour l'exercice clinique, d'avoir une réflexion d'observateur-chercheur ou d'expérimentateur. Parce que ça amène... on a souvent une position un petit peu globale dans l'observation en psychomotricité. Dans la recherche, on va avoir une observation en entonnoir. On va être comme ça, sur un focus très, 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 très serré. Et du coup, cette habitude modifie complètement l'observation clinique que l'on fait en général. Parce que ça va être transversal. Après, on va fonctionner aussi un petit peu comme ça. Et du coup, ça enrichit beaucoup la clinique. Et ça fait voir, ça permet, en s'entraînant, cet entraînement se fait naturellement. Et du coup, ça développe des observations cliniques pour lesquelles on passait à côté avant. Donc voilà, il y a un enrichissement très fort de l'exercice clinique quand on s'entraîne à pratiquer des situations liées à la recherche, quoi. Voilà. Ça, je trouve que c'est un enrichissement très fort. Et dans la communication, du coup, comme on se pose des questions, on réfléchit, il faut écrire, hein, dans la recherche, il faut écrire, donc il faut formaliser, il faut conceptualiser. Du coup, quand on communique avec les collègues, on communique avec des choses un peu plus construites que des impressions, parce que des fois, on ne sait
pas trop trouver les mots pour exprimer ce qui se passe vraiment. Donc voilà, c'est ça, je trouve qu'il y a cet enrichissement qui est très fort, et cette posture, cette double casquette qui t'a porté des fois, et qu'il faut progressivement intégrer. C'est pas du tout incompatible, hein, mais voilà, c'est un vrai double positionnement qu'il faut pouvoir intégrer. Oui, moi j'ai une question pratique d'étudiante. Pardon. Je suis en 2e année et je me pose la question pour l'année prochaine, faire un mémoire de DE en recherche. Mais compte tenu de tout ce que j'entends, des contraintes, enfin, ça prend un certain temps, mettre en place le protocole, réaliser les tests, etc. Est-ce que c'est pertinent de le faire en DE? Est-ce que c'est pas trop court? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Je vais te répondre simplement. Moi, j'ai fait un mémoire de recherche pour mon DE et je l'ai fait en 1 an. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de l'investissement qu'on y met. Il y a un truc, ça consomme du temps. Ça consomme du temps, de l'énergie, peut-être plus qu'un mémoire qui n'est pas de recherche, et encore, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est une exigence dans le recueil de données. Et du coup, il faut avoir des bases méthodologiques quand même derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je vais faire une recherche pour faire de la recherche, c'est-à-dire concrètement comment on fait une recherche, quoi. Donc, il faut suivre les différents échelons, donc il faut avoir quelques bases. Voilà, la problématique, les hypothèses, quelle est la population qu'on étudie, combien de temps on l'étudie, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer, quels outils on utilise pour chercher à démontrer ça. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser cet outil pour cette population-là pour démontrer ce que je veux démontrer. Et avant tout ça, en fait, j'oublie le plus important, c'est la recherche bibliographique. C'est-à-dire, faut lire, et là, faut en manger du... Voilà, là, faut avouer quelque chose, je pense, c'est que faut lire de l'anglais aussi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si on n'est pas à l'aise en anglais, on est quand même restreint. Faut au moins pouvoir lire de l'anglais. Voilà, alors après, si on n'est pas à l'aise en anglais, Google Translate, mais c'est pas top, donc quand même. Voilà. Faut vraiment beaucoup se documenter parce que on peut pas se dire je vais faire une recherche sur tel sujet avec telle population sans savoir ce qui a été déjà écrit, si ça a déjà été fait, sur ce sujet-là avec cette population-là. Et du coup, si oui, qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que ça rejoint ce que je voulais démontrer à ce moment-là? Faut que je trouve un autre sujet. Ou est-ce que finalement, c'est pas tout à fait ça, mais en même temps, ce qu'ils ont déjà fait, ça peut m'aiguiller, m'orienter. Donc concrètement, en fait, je l'anticipe dès ma 2e année. Ouais. Je voudrais pas... oui... Quand on pose la question comme ça, je suis en 2e année, est-ce que je peux faire un mémoire de recherche en 3e année? Il n'y a pas un mémoire de recherche. Oui, il n'y a pas un mémoire, il n'y a pas un modèle unique de mémoire de recherche. Il y a, si vous vous orientez vers quelque chose qui se rapproche de la recherche, en fait, vous allez déjà poser une question. Bon, déjà, vous posez une question. Vous avez une idée, vous posez une question. Et après, en fonction de votre terrain de recueil de données, etc., vous allez organiser une méthodologie qui s'adapte à la question que vous voulez poser et au terrain. Mais vous pouvez avoir des niveaux de preuve très différents en fonction des circonstances, de votre stage, etc. Donc il n'y a pas un seul type de mémoire de recherche, mais c'est plutôt une démarche de recherche que vous allez faire autour de votre mémoire. Et puis, vraisemblablement, quand vous en démarrez une en 3e année, vous continuerez, quoi. Hein, vous n'aurez pas répondu à votre question à la fin de la 3e année. Vous aurez lancé un thème. Moi, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est là. Par rapport à... qu'est-ce que je voulais dire? À la recherche dans le travail, vous avez dit que se focaliser sur quelque chose, ça permettait d'avoir des observations différentes, mais ça permet... Du coup, est-ce qu'on ne se focalise pas juste sur un truc et on ne voit pas les autres aspects? Enfin, je sais pas. Vous parlez par rapport à la recherche dans le travail.
quand vous faites une observation sur quelque chose. Vous avez dit que ça, qu'on développe des observations cliniques plus importantes, mais du coup, ça ne cache pas aussi d'autres observations qu'on pourrait... Enfin, c'est pas du coup, la c'est sûr que globalité, notre regard s'oriente, notre regard forcément est orienté vers le sujet qu'on étudie en particulier. Notre regard se pose plus précisément sur certains points. Il n'empêche que dans une démarche éthique et pour être un praticien responsable, on se doit aussi d'avoir une vision globale de ce qu'on fait. Et souvent, la recherche, c'est pas H24, 7 jours sur 7, dans toutes les dimensions de notre profession. C'est-à-dire que moi, c'était le mercredi après-midi. Donc en dehors, mes patients, je les voyais pour d'autres séances de psychomotricité, dans d'autres cadres. Des fois j'étais seule, des fois j'étais en groupe. En fait, le mercredi après-midi, oui, j'étais focalisée là-dessus. Mais le reste du temps, non, sauf après quand je reprenais mes notes. Mais quand j'étais avec mes résidents, et de toute façon, je pense qu'on peut pas... Enfin, même si on regarde quelque chose de précis, il faut regarder l'ensemble quand même. Tu veux compléter Juste un tout petit mot. Je pense aussi que la recherche, quand on dit la recherche comme ça paraît très impressionnant et il n'y a pas qu'une recherche. Enfin, je pense que la recherche qu'on peut faire... quand on est en DE, moi j'ai des stagiaires qui ont fait des recherches que j'ai suivies aussi un petit peu au niveau de leur DE. Nous, ce qu'on a pu faire en master, où on a quelques années d'expérience professionnelle déjà, c'est pas forcément la même chose. Après, c'est encore complètement différent de recherche, je dirais, encore plus aboutie, qui occupe peut-être plus H24 justement. Je pense qu'il faut pas non plus ni se décourager de se dire, je suis qu'en DE, je peux pas faire de la recherche. Mais pas non plus espérer faire une recherche d'une envergure énorme avec un recul et un questionnement très poussé parce qu'on n'a pas forcément les bases. Que effectivement le piège, je pense que plus on a d'expérience, moins on risque de ne pas avoir la vision d'ensemble parce qu'on a aussi une part d'habitude. Après, quand on débute, on n'a peut-être pas ce recul et c'est peut-être plus un piège où on va vraiment tomber dans ce qu'on étudie parce qu'on est en même temps en cours d'apprentissage. Je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue là-dedans et que ça dépend de ce qu'on veut étudier. Qu'à mon avis, on peut faire de la recherche un peu à tous les niveaux, mais il faut savoir rester humble dans ce qu'on cherche et ce qu'on veut prouver et les moyens qu'on a, tout simplement. Et que du coup, ça dépend un petit peu c'est un petit peu une non-réponse, mais je pense qu'il n'y a pas une seule type de recherche et qu'elle est à la portée de tout le monde avec les moyens, l'expérience et l'ambition que chaque personne a. Pour rebondir sur la possibilité d'accéder à la recherche, depuis quelques années, on a la possibilité, quand on est en 3e année à l'ISRP, de rentrer en première année de master ISRP ou le master international ou le master diapason. Alors pour ma part, je parlerai plus du master diapason. On effectue en même temps que sa 3e année d'études la première année de master. Et quand vous rentrez dans votre première année d'exercice professionnel, vous faites votre 2e année de master. Et durant cette 2e année, vous pouvez faire votre recherche. Ça a un intérêt particulier parce que finalement, on a la clinique nécessaire à notre recherche. Donc il y a des ouvertures à la recherche, même quand on ne le fait pas dans le cadre de son mémoire de fin d'études de 3e année. Et je voulais rebondir par rapport à ce que M. Piteri disait. Il y a un enrichissement fort au niveau de l'exercice clinique. C'est vraiment le cas lorsqu'on fait de la recherche. Mais cet enrichissement, il est également lié à l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'en ayant accès à des masters et en faisant de la recherche, on va être amené à travailler avec d'autres professionnels, tels que des orthophonistes, des kinés, qui vont pouvoir échanger avec nous. Et dans le cadre de la recherche et en échangeant avec les autres professionnels, on va pouvoir étendre nos connaissances et donc agrandir nos compétences, découvrir de nouveaux outils. Souvent, la recherche permet aussi de faire le point sur le bilan psychomoteur et les autres bilans qu'il existe, avoir un regard sur... on est plein de professionnels dans le milieu de la santé. Chacun a ses bilans, mais souvent nos bilans peuvent se recouper
Donc c'est un avantage de la recherche, c'est de découvrir avec quels outils travaillent les autres professionnels, d'avoir un échange sur la clinique, un nouveau regard, et ça nous amène à nous remettre en question sur notre pratique professionnelle et voire de mettre en place des cothérapies, travailler avec les autres professionnels pour le bien-être du patient. Je voulais, c'était juste rapidement revenir sur la question de la recherche dès la 3e année. Je ne pense pas que ce soit un souci dans la mesure où faire de la recherche, c'est avant tout questionner un terrain, c'est avant tout et apprendre à faire de la recherche, devenir chercheur, c'est apprendre à poser des questions avec une certaine rigueur. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose qui s'apprend toujours. Hein. On n'est jamais, on n'a jamais fini d'apprendre quand on veut faire de la recherche. Donc on n'a jamais fini d'apprendre non plus à poser des questions. Faire de la recherche aussi, surtout dans nos domaines, c'est une certaine manière de mettre en forme, de s'appuyer sur un certain questionnement et de vouloir rentrer dans une communauté, c'est-à-dire s'appuyer sur ce que les autres ont dit avant, sur ce qu'on va dire. C'est-à-dire pas se dire que ce que l'on pense simplement, c'est nous qui le pensons de notre point de vue. Ce qu'on ressent avec un patient, ça a une valeur, mais ça a une valeur dans un certain moment. Et faire de la recherche, ça va être de se dire comment est-ce que c'est partageable, ce que je ressens par exemple, est-ce que je vais le retrouver avec d'autres patients ou est-ce que d'autres collègues ont écrit sur la même chose ou ont étudié la même chose ou ont calculé ou quantifié les mêmes phénomènes. Et ça, effectivement, c'est une manière d'aborder c'est une certaine relation à son travail, c'est une certaine manière d'aborder sa posture de psychomotricien, et ça peut tout à fait se faire dès la fin des études de la formation initiale. Je voulais juste savoir, quand on fait une recherche en dehors d'un cadre de master ou de DE, quelles sont les différentes sources de financement possibles pour ces recherches ? Je me permets d'intervenir parce que ma question était plus ou moins la même. En fait, moi, c'était savoir en fait concrètement, très concrètement, comment ça se passe. À quelle porte je tape, où je trouve la méthodologie, qui valide ma recherche. Enfin, très concrètement, comment je fais de la recherche. Alors, je vais donner une réponse dans mon champ particulier. Hein, il y a peut-être d'autres voies. Alors, pour les gens qui ne sont pas dans une démarche de recherche associée à un cycle master, par exemple, et vous êtes clinicien et vous voulez vous lancer sur un questionnement et développer une méthodologie particulière. Alors, on ne fait jamais de recherche seul. Ça, c'est déjà un principe. Si vous commencez à faire une recherche seule, vous allez écrire votre miroir et vous ne verrez pas les erreurs grosses comme un camion que tout le monde verra à la première lecture. Donc ça, la première chose, c'est de travailler en équipe. Alors les premières équipes, c'est les collègues. Hein, on partage, on se pose des questions. Il y a beaucoup d'endroits de terrain clinique où il y a des petits groupes de recherche qui s'organisent. Le mieux, c'est d'avoir des groupes pluridisciplinaires, on en a parlé tout à l'heure, et de parler de la psychomotricité de votre question à des gens qui ne connaissent pas votre métier, qui ne comprennent rien à la psychomote. Donc expliquez-leur ce que c'est, expliquez votre question, et là, vous avez déjà avancé dans votre réflexion. Après, une fois que ça, c'est un petit peu dégrossi, qu'on a une idée, je ne dis pas encore une question précise, mais une idée, il y a l'institution. Il faut que l'institution soit d'accord. Donc on en a parlé de ça. Il faut que ça réponde quand même à un objectif de l'institution. Si l'institution accueille cette recherche pour ses professionnels. Donc vous allez demander du temps, vous allez demander des locaux, vous allez demander l'accès à des patients pour rétablir des dossiers, etc. Donc ça, l'institution s'engage quand elle vous soutient là-dessus. Elle va vous donner du temps, il faudra le négocier. Après, la question de la méthodo. A priori, c'est un petit peu comme ça que j'ai démarré mon intervention tout à l'heure. Vous avez été formé au DE et pratiquement, sauf si vous êtes tout jeune diplômé, vous n'avez pas eu de méthodo dans votre enseignement. Donc vous n'avez pas les outils pour organiser un programme. Ou si vous en avez eu, vous en avez eu très peu. Alors, l'AIRPM, le laboratoire de recherche, se propose dans ses missions de soutenir des collègues qui veulent démarrer des programmes de recherche au niveau de la méthodo.
Donc il ne s'agit pas de faire la méthode à votre place, mais on peut coacher le montage d'une méthodologie. Et pour le financement, alors il y a tout un tas de fondations qui offrent des financements. Vous avez les PHRIP, les programmes hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale, qui sont des programmes financés par le ministère de la Santé et qui financent donc des recherches paramédicales. Donc vous pouvez demander des financements sur ces programmes-là. Il y a une fondation pour la recherche en psychomotricité et maladie de civilisation qui a maintenant presque 2 ans, si je ne me trompe pas, et qui donc aussi a un budget qui permet de financer des programmes de recherche. Alors pratiquement tout le temps, quand vous demanderez des financements, ce sera des financements partiels, hein. Mais en tous les cas, c'est ce qui permet de démarrer. Et puis, votre temps de travail par l'institution, les locaux, tout ça, c'est aussi du financement, hein, voilà. Donc il y a des moyens de monter progressivement à la fois une méthodologie et de trouver un peu de sous pour faire fonctionner le système. Et puis les recherches ne coûtent pas nécessairement beaucoup d'argent. Certaines, oui, d'autres, enfin ça dépend de la question que vous allez poser, comment vous allez monter la méthode, mais il y a des méthodos qui ne demandent pas beaucoup de sous, qui demandent du temps. Mais pas beaucoup de sous pour acheter du matériel. Nous on fonctionne avec pas beaucoup de matériel en général, hein. Voilà. Alors lorsque le grand intérêt de demander du financement, c'est que votre méthodo va être passé à la moulinette de comité de lecture, hein. Quand vous allez demander du financement, vous allez avoir, on va vous demander de remplir des dossiers, et dans ces dossiers, vous exposerez votre méthodologie, et elle sera passée en comité de lecture, comité scientifique. Et les gens vont vous critiquer votre méthodo. Donc vous dire, bon, on rejette votre demande parce qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, etc. Donc vous allez refaire votre méthodo en répondant à chaque fois. Et si vous passez devant 4 comités de lecture différents, à chaque fois, on va vous trouver des choses différentes. Donc vous allez apprendre énormément en remodelant votre méthodo, et vous vous rendrez compte à la 3e ou 4e mouture que votre méthodo finale, qui a été acceptée pour financement, n'a rien à voir avec la première. Elle est beaucoup plus précise, elle est beaucoup plus construite, les objectifs sont mieux identifiés, vous avez laissé tomber des choses de côté parce que ce n'était pas vraiment votre cœur de question, etc. Donc vous progressez comme ça. Et c'est très intéressant de passer par ces comités de lecture qui sont faits de gens qui ne connaissent pas du tout la psychomote, hein, qui vont raisonner méthodo, quelle est votre question, qu'est-ce que vous prouvez, voilà. Et ça, c'est très, 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 très formateur. Voilà, donc une fois que vous avez obtenu, vous êtes passé par ces fourches codines, là, ben, votre méthodo, elle répond déjà à un niveau de preuve assez avancé. Voilà. On ne vous financera pas, on ne vous donnera pas 10 000 euros ou 30 000 euros pour une méthodo qui ne va donner aucun résultat. Ah ben, alors, une recherche, c'est fait pour être publiée. S'il n'y a pas de publication, il n'y a pas de recherche. Hein, il n'y a pas de connaissances qui diffusent. C'est fait pour diffuser de l'information, la recherche, hein. Donc, après, une fois que vous avez fini votre recherche, vous avez analysé vos données et obtenu des résultats, vous devez publier, donc écrire des articles. Et vous passez ensuite par des revues qui ont des comités de lecture et qui vont analyser votre document et qui vont éventuellement vous demander de l'amender pour l'améliorer. Et une fois que le comité de lecture vous donne son aval, en fonction de la revue, et voilà, si vous voulez publier dans Nature, ben vous aurez une méthodo bien béton à apporter. Donc voilà, ça va dépendre de la revue à laquelle vous vous adressez. En tous les cas, vous devez passer par des revues à comité de lecture. S'il n'y a pas de comité de lecture, ça ne donne pas une valeur à votre publication. Et une fois que vous avez accompli tout ce cycle-là, ben vous avez fini votre travail sur cette recherche-là. Moi j'ai une question idiote mais qui reste assez dans le concret finalement. Est-ce qu'il existe des thèmes prioritaires entre guillemets pour prouver l'efficacité de la psychomotricité? Est-ce que où chaque sujet qui sont plutôt donc précis ont la même valeur? Puisque nous, on est convaincus de notre efficacité. Donc les personnes qui sont en demande de cette preuve, ils attendent quoi exactement des sujets de recherche? Est-ce que c'est possible de faire, est-ce qu'on a les outils, est-ce que c'est pertinent de faire des recherches à grande échelle? Est-ce que c'est concrètement réalisable ou pas? Ou est-ce que faire des sujets aussi pointus, ça prouve tout aussi bien l'efficacité de la psychomote? Il n'y a pas de... Alors, je vais repartir de la IRPM pour repositionner.
on est, pour ceux qui suivent beaucoup les activités de l'ISRP ou même de la Fédération française des psychomotriciens, il y a une grande vie de la psychomotricité en dehors de la clinique. En particulier les relations avec les ministères, les tutelles, etc. Or, au jour d'aujourd'hui, où la santé, les budgets de santé sont extrêmement serrés, on veut être certain que les traitements sont efficaces. Bon. Un des axes de la IRPM, c'est de monter des protocoles visant à prouver l'efficacité des traitements. Alors évidemment, vous aurez plus d'intérêt à prouver l'efficacité d'un traitement sur une pathologie très répandue que sur une maladie rare où il y a 200 cas en France. D'accord ? Donc c'est évident que là, un des grands champs de développement de la profession, c'est la pathologie Alzheimer, enfin les démences apparentées. Vous avez, pour les gens qui travaillent en libéral, pratiquement 50% de l'activité, c'est la dysgraphie ou les troubles de l'attention. Donc vous avez un certain nombre de pathologies où, si vous allez en psychiatrie, la réhabilitation des patients schizophrènes stabilisés, par exemple, vous avez des thématiques comme ça qui occupent beaucoup de temps de cliniciens et qui pourraient, à elles seules, justifier de monter des protocoles. Mais il n'y a pas de... Après, c'est les moyens que vous allez donner pour... parce qu'un programme de recherche, ça prend des années. Hein. Voilà, donc... quand vous avez défini une question, vous savez que vous allez pour quelques temps. Ça ne se fait pas en 15 jours. Donc, du coup, ça demande un gros effort personnel. Donc, il faut quand même cibler votre question sur quelque chose qui intéresse le métier, quoi. Après, on peut avoir des intérêts plus précis, plus pointus, mais qui ne vont pas avoir un impact, qui vont avoir un impact clinique dans le cadre où vous exercez, par exemple, mais qui ne vont pas avoir un impact de développement de la profession. Très important. Voilà. Mais c'est quand même ça a sa valeur, hein, tout à fait, ça a sa valeur. Alors la question concerne plus la demoiselle qui travaille auprès d'enfants autistes. C'est une question beaucoup plus ciblée, précise. Je travaille moi-même auprès d'adolescents autistes dans un hôpital de jour. Alors j'exerce pas la même profession, mais ce qui m'intéresserait, en fait, c'est de savoir quels outils vous avez utilisés pour mener à bien valider votre hypothèse, en fait. Outils concrets et puis enquête, grille. Oui. Alors donc moi je travaillais sur les troubles alimentaires. Donc dans un premier temps j'ai créé un outil de recueil d'informations de la sélectivité alimentaire des enfants. Donc ça c'est un outil que j'avais créé moi, en m'inspirant d'outils qui existaient déjà, mais j'en avais pas trouvé de spécifique à l'autisme et qui reprenait les choses sur lesquelles je voulais travailler, parce que comme je travaillais, moi mon intention au départ c'était un petit peu double. C'était dans un premier temps de montrer qu'il y avait peut-être un lien entre l'hypersélectivité alimentaire et des troubles sensoriels, puisque les deux se retrouvent assez fréquemment. En tout cas, je fais vite, hein, mais ça ne passionne pas tout le monde, mais chez le jeune enfant autiste. Donc, je voulais déjà voir s'il y avait ou non un lien. Et dans un second temps, de démontrer qu'en psychomotricité, en travaillant sur tout ce qui est sphère sensorielle, on pouvait observer, à la suite de ce travail spécifique sur la sensorialité, une diversification alimentaire. Donc, c'était un peu ce double aspect-là. Donc, dans un premier temps, du coup, j'ai créé un questionnaire pour évaluer très précisément l'alimentation des enfants. Un questionnaire que j'ai fait remplir notamment aux familles et qui était complété par des grilles d'observation des repas pris à l'IME où je travaille, parce que ça répondait vraiment pour le coup à la problématique autistique où il y a des difficultés de généralisation. Du coup, je voulais bien m'assurer qu'on observait les mêmes choses déjà dans les différents contextes de la vie des enfants. Enfin, c'était spécifique à ma recherche. Dans un second temps, j'ai évalué donc, les particularités sensorielles. Alors pour ça, j'ai utilisé le profil sensoriel de Dunn, qui est aux ECPA, qui était validé et tout ça. Et que j'ai complété aussi par une évaluation psychomotrice et des grilles spécifiques. C'était pour avoir une cotation un peu plus précise, puisque le profil sensoriel, pour ceux qui connaissent, c'est un questionnaire avec des réponses de fréquence entre jamais, parfois toujours. Et donc je voulais aussi, là on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure entre méthodes qualitatives et quantitatives, je voulais aussi avoir des données qui me permettaient de faire des comparaisons. Parce que je faisais des études de cas, mais j'ai fait 3 études de cas, mais j'avais aussi 3 témoins. Donc j'ai fait un petit peu les deux. J'étais dans une méthodologie très mixte pour le coup. Donc j'avais aussi créé des outils, des grilles, notamment sur tout ce qui était tactile, avec des textures, etc., où je testais en début, en milieu et en fin d'études la tolérance d'une liste de textures. Il y avait divers outils comme ça. Donc c'était aussi, moi je me suis partagée entre des outils qui existaient déjà, le profil sensoriel notamment, et des outils que j'ai dû créer pour l'occasion.
Moi, j'ai une question. Est-ce que il y a eu des recherches sur le packing, de fait, packing et psychomotricité, puisque c'est un peu dans... Voilà. Est-ce que c'est que Monsieur de Lyon qui les fait ou pas? Parce que sinon, ça ne sera pas enregistré. À ma connaissance, compte tenu des recos qui ont été faites ces dernières années et de la réserve de la part de la Haute Autorité de Santé, il y a actuellement une étude, je ne pense pas que les résultats soient déjà publiés, il y a une étude qui était menée à Lille par l'équipe de Lyon. Je pense que c'est l'étude principale qui est, est-ce qu'il y a que lui actuellement. À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui, c'est la seule étude en cours et compte tenu notamment des réserves éthiques qui ont été mises autour de cette pratique. Entendu. J'avais une autre question avant, c'est par rapport au regard qui était des fois difficile par rapport à l'observation et être dans l'action en même temps. Est-ce que vous filmez? Est-ce que vous utilisez les vidéos pour après ça peut aider quoi? Moi beaucoup. Ouais. Moi j'ai beaucoup utilisé. Enfin j'utilise déjà beaucoup la vidéo dans mon travail clinique et pour ma recherche aussi. Notamment pour avoir le. Enfin moi c'est une des réponses que j'ai trouvées à la question compliquée d'être à la fois dans l'action en train de faire sa science et d'avoir le recul, c'est de se dédoubler et de se dire j'analyserai plus tard. Donc comme ça me permet éthiquement d'être 100% praticien sur le moment et ensuite plus tard, quand il n'y a plus le patient en face, d'être. Donc moi c'est un outil que j'aime beaucoup, ouais, que je trouve très intéressant. Oui, c'était une question par rapport aux équipes. Quand vous travaillez en équipe, vous travaillez souvent avec des professionnels du paramédical ou ça vous arrive de travailler avec des professionnels médicaux et travailler aussi avec d'autres outils qui sont, je sais pas, je pensais à, mais c'est peut-être, je ne m'y connais pas trop, mais l'imagerie médicale ou des trucs comme ça. Non. Alors, oui, on travaille avec paramédicaux, médicaux, avec... en fait, tous les professionnels qui sont présents sur l'institution, voire même en dehors de l'institution. Des fois, il n'y a pas d'orthophoniste dans l'institution et on travaille quand même avec l'orthophoniste qui est en libéral. On travaille... voilà. Après, travailler avec des outils... par exemple, l'imagerie médicale. Moi, je pense qu'il y a une super recherche à faire sur l'imagerie médicale par rapport à l'image du corps, etc. Schéma corporel, imagerie médicale. Ça, il y a un sujet là-dessus. Peut-être qu'il est en cours, j'en sais rien. Mais concrètement, je sais pas, utiliser, Je pense que ça dépend vraiment de la recherche qu'on fait, mais que c'est des outils qui peuvent être. Moi, à un moment, j'avais rêvé de faire ça. Comme je travaillais avec des enfants très jeunes et que je travaillais beaucoup avec les notions de plasticité cérébrale, je m'étais dit qu'idéalement, si j'avais eu les moyens de faire justement des examens, des IRM, etc. Comme c'était des enfants jeunes, en fait, dont le cerveau était en plein développement, je m'étais dit, je n'ai pas eu le moyen de faire ça. Mais je pense qu'il y a des recherches, même il y en a. Moi, comme je m'intéresse beaucoup à l'autisme, j'ai été par exemple au congrès, donc là, qui n'est pas que sur la psychomotricité, mais bien sur l'autisme de la Fondation Orange, par exemple, qui, pour le coup, finance beaucoup de recherches. Et il y a beaucoup de recherches donc, en psychologie ou des recherches d'équipes mixtes qui utilisent des outils d'imagerie, justement, qui, en tout cas, avec d'autres professions, qui même travaillent, je sais pas. Je vais vous donner quelques exemples, en tout cas issus de ma pratique. Un premier protocole qui portait sur la perception du tonus chez des sujets sains. Ça a été fait donc, à l'université de Nanterre. Et donc, il y avait les gens qui ont contribué, en particulier, c'était un ingénieur de recherche qui a travaillé sur le traitement des données, puisqu'on avait un signal électrique lié à la contraction musculaire et un signal cinématique, des données cinématiques d'analyse du mouvement. Et donc moi, quand vous posez une question, vous allez arriver sur des outils et des besoins méthodologiques que vous ne maîtrisez pas. Donc vous allez chercher des gens
qui sont compétents dans le domaine et qui vont vous aider, qui vont contribuer à la réussite du protocole. Mais vous n'allez pas avoir toutes les compétences au départ. Donc ça, par exemple, ingénieur de recherche qui faisait le traitement statistique des données, enfin le traitement informatique des données, et ensuite un statisticien pour le traitement statistique. Dans le programme actuel qu'on a qui s'appelle REPAD, on a un médecin chef de service qui est référent de la méthodologie, un autre médecin qui est aussi référent de la méthodologie qui est à la CNSA, on a un statisticien qui va intervenir dans le traitement des données. Voilà, donc il n'y a pas que d'aller voir un kiné ou un orthophoniste, si vous voulez. Vous allez nécessairement avoir d'autres personnes qui vont manipuler des données, des connaissances que vous ne maîtrisez pas du tout, et c'est pas grave. Vous avez besoin d'eux, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils vont vous poser des questions sur vos données. Qu'est-ce que vous voulez vraiment mesurer ? Quand commence la mesure et quand elle se termine ? Quelles questions vous voulez, à quelles questions vous voulez répondre, et du coup ça va conditionner la façon d'organiser les données et de les traiter. Voilà, donc ça vous enrichit beaucoup dans votre questionnement. Oui, je me permets aussi pour ma part, je trouve que on travaille, moi plus particulièrement, je travaille avec des populations d'enfants autistes, adolescents, mais c'est vrai qu'on a aussi tout le travail de plasticité neuronale, neurones miroirs, etc. Et ça renvoie toujours aussi à l'imagerie. Et on a quand même une formation aussi en neuroanatomie, la neurologie. Donc on est obligé à un moment, obligé. Dans les questionnements qu'on peut avoir, on va aller chercher justement vers ces domaines-là qui vont nous amener vers des imageries, vers des choses comme ça qui sont aussi finalement, qui vont justifier quelque part ou valider certaines de nos pratiques. Et je pense que c'est un domaine qui actuellement n'est peut-être pas justement assez poussé en psychomotricité, ce lien avec ces autres pratiques professionnelles médicales et la psychomotricité actuellement. Alors ça demande des moyens financiers très importants. C'est ça, oui. Ça aussi, c'est la question. Hein. C'est-à-dire que moi, pour faire mon petit truc avec 2 fois 20 sujets, quelque chose comme ça, il y avait un laboratoire d'analyse du mouvement, ça coûte 300 000 balles, l'ingénieur, le temps d'ingénieur, il y avait 8 caméras, etc. Donc dès qu'on arrive dans l'imagerie, on arrive sur des budgets importants. Oui. Albaré. Peut-être que Olivier peut poser la question, Olivier, donc on passe le micro peut-être. C'est une question un peu différente. Sur ces travaux-là, vous trouverez dans les laboratoires de sciences du mouvement à Toulouse, chez Albaré. Il y a Marianne Jauvert aussi à Marseille qui travaille sur ces questions-là. Jessica Talley également sont des gens qui publient beaucoup en plus. Et vous trouverez effectivement des éléments. Vous pouvez vous rapprocher d'eux pour ces, bien sûr. Et puis effectivement, donc avec les gens de Nanterre, on a des projets actuels de développement, notamment de formation au sein d'un DU qu'on est en train de monter avec eux, et avec des gens comme Giovanni De Marco, qui sont des spécialistes de l'imagerie médicale. Donc on est aussi en train de développer des travaux avec eux. Oui, question un peu plus générale. Est-ce qu'aujourd'hui, en psychomotricité, il y a un paradigme ou des dogmes qui sont un peu infranchissables aujourd'hui ? Est-ce qu'on les connaît déjà et est-ce que des gens dans la recherche sont en train de les percer ? Pouvoir répondre complètement à cette question, mais je donne un exemple qui montre aussi l'intérêt de se questionner. On a un des piliers de notre cadre théorique, c'est la relation tonico-émotionnelle. Je vous invite, au moins par enrichissement personnel, à lire l'article de Coraz qui démonte le concept de la relation tonico-émotionnelle, parce qu'il part d'un autre cadre théorique. Cette relation tonico-émotionnelle a été mise en place, elle a été conçue historiquement dans un certain cadre à la fois social et théorique. Maintenant, les sciences ont évolué et il remet en cause cette notion-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a raison, je ne dis pas ça, mais ça vous montre qu'on peut rentrer de front sur des concepts fondamentaux en psychomotricité. Voilà. C'est
juste cet exemple que je pourrais donner, mais on pourrait en trouver d'autres. Hein. Ne serait-ce que le schéma corporel tel qu'on vous l'apprend maintenant, enfin tel qu'on l'apprenait il y a 10 ans, et les recherches actuelles bousculent pas mal de données sur cette notion de schéma corporel centré sur le sujet. On est beaucoup dans des modèles écologiques où les représentations sont issues d'une interaction entre le sujet et l'environnement. Donc il y a les modèles évoluent et les représentations des concepts fondamentaux évoluent également. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'éthique et j'aurais aimé savoir si la problématique, c'est-à-dire quand on a une question ou une envie de recherche, les limites auxquelles on peut être confronté quant au choix d'un groupe témoin, c'est-à-dire auquel on va prodiguer des soins, par exemple, et d'un groupe auquel on ne va pas donner ces soins. Voilà. Et les limites éthiques que cela pose. Et voilà. Par exemple, je donne un exemple très concret. Je travaille dans une petite structure. Je peux pas, par exemple, je peux pas monter une recherche en disant, admettons, il y a 10 résidents. Il y en a 5 qui vont avoir... je suis psychomotricienne à temps plein dans l'institution. Il y en a 5 qui vont avoir des séances de psychomote. Et les autres, ils ne vont pas en avoir. Et puis comme ça, je vais prouver que la psychomote, c'est utile parce qu'il y en a 5 qui auront bien évolué et 5 qui auront... ça, on ne peut pas en fait. Voilà, c'est juste... Parce que j'ai on va dire oui, certains questionnements, mais est-ce que ça ne limite pas justement... Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir d'éthique, hein, ce n'est pas du tout ça que je dis, au contraire, mais par rapport à certains domaines ou à certaines pathologies, comment est-ce qu'on peut faire justement pour mener à bien une recherche en restant en accord avec cette éthique en fait? Je pense que c'est aussi un peu l'intérêt et ce qui est compliqué dans la recherche, c'est de trouver un moyen, c'est de tourner un peu la chose dans tous les sens pour trouver le moyen, justement en restant éthique, en restant professionnel, notamment quand on est praticien, enfin, comme ce que décrit Marion, où c'est aussi notre travail de tous les jours, donc on va essayer de réfléchir justement. Moi, je sais que j'avais comblé en partie ça, après en ouvrant d'autres biais, hein, parce qu'il y a aussi, il faut faire la part des choses, où moi j'ai pris, dans mes cas sur lesquels je faisais l'étude, des enfants de l'IME dans lequel je travaille, et mes témoins, c'était des enfants donc dans un IME sibilaire, donc que j'avais associé en âge, en niveau, etc., mais dans lequel il n'y avait pas de psychomotricien. Donc ils n'avaient pas cette prise en charge. Par exemple, ça peut être un autre biais. Après, il y avait du coup, c'était moins précis parce qu'il y avait sans doute d'autres choses qui changeaient, et donc c'était aussi les limites de ma recherche qui étaient... moi j'ai choisi ce choix-là parce que ça me permettait éthiquement de faire quand même ma recherche. Après, il faut toujours faire la part des choses et de voir ce qui est possible. Ça peut être aussi un phénomène d'alternance, pas dans ce que décrivait Marion, mais on a un collègue qui était dans notre promotion qui a fait une recherche sur des étudiants d'ici, et sur les phénomènes d'apprentissage, et donc il a panaché son enseignement en faisant 2 groupes, un avec un premier semestre, un second semestre, où il a simplement fait sa comparaison au moment où la moitié de la promotion a reçu l'enseignement, et l'autre l'a bien évidemment eu ensuite, mais en arrêtant sa recherche. Ça dépend de ce qu'on cherche en fait, mais il y a sans doute toujours des moyens de réfléchir et de trouver une solution, mais c'est aussi l'intérêt, je pense, mais c'est compliqué. Et aussi toujours avoir à l'esprit, comme disait M. Piteri, que en fait, la recherche, elle ne se fait pas seule, et que du coup, même si nous, on a une idée de recherche, un sujet, on a une idée de protocole en tête, on sent que c'est pertinent, mais concrètement, il y a un truc qui ne va pas et c'est pas éthique. Et dans notre institution, ça va être difficile de... Peut-être qu'il y a moyen aussi de faire avec soit un groupe témoin dans une institution où il n'y a pas de psychomote, ou bien de travailler avec un autre psychomote qui pourrait proposer la même chose mais à d'autres types de patients ou aux mêmes patients mais de façon différente. Enfin, faut travailler main dans la main aussi. Éthiquement, vous ne pouvez pas refuser, ou priver un patient d'un traitement dont on sait qu'il pourrait bénéficier, qui existe et qui est à disposition. Vous ne pouvez pas l'en priver. Mais
vous pouvez très bien monter une méthodologie. Ça va dépendre de la question que vous posez, mais vous n'allez pas nécessairement comparer un groupe à qui vous faites le traitement avec votre particularité d'intervention à un groupe auquel vous ne faites rien. Vous allez comparer un groupe qui reçoit le traitement habituel et un groupe à qui vous faites le traitement habituel ou avec ce que vous ajoutez vous, ou alors votre traitement à vous. Et du coup, il y a des méthodologies à monter là-dessus. Hein. Vous pouvez avoir, donc la question du temps qui a été évoquée, il y a beaucoup de structures dans lesquelles il y a des files d'attente, par exemple. Et ben, les patients qui sont en file d'attente constituent des groupes témoins potentiels, puisqu'ils vont arriver après, dans l'avancée dans le temps, ils vont arriver à être traités. Donc on peut évaluer des patients pendant qu'ils sont en file d'attente pour ensuite voir comment ils sont dans le traitement. Voilà. On peut monter des méthodos en fonction du terrain. Oui, oui, puis on a des techniques statistiques. Donc, comme Franck disait tout à l'heure, tout à fait clairement, hein, on peut travailler avec des gens qui sont ingénieurs de recherche, on peut travailler avec des statisticiens. Il y a énormément de techniques statistiques et il y a des techniques statistiques qui nous permettent de repérer les biais et qui nous permettent de faire des comparaisons avant-après qui vont être extrêmement fines et qui vont permettre quand même d'arriver à des bons niveaux de fiabilité qui vont nous permettre de très bien débusquer les pièges et les erreurs et qui vont nous donner des bons niveaux de fiabilité sans forcément qu'on ait des comparaisons avec des groupes témoins. Et déjà, c'est quand même assez robuste. Donc ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point aussi, il ne faut pas oublier, c'est quand on fait de la recherche, même si on arrive, on aime bien avoir un bon niveau de preuve, mais même si on a des bons résultats, si c'est assez robuste, si on est assez content qu'on n'a pas trop malmené nos concepts et qu'on est assez content à la fin, c'est jamais définitif. Hein. On est dans un système à l'heure actuelle. On parlait tout à l'heure de recension. Quand vous allez faire une recension, il faut que vous ayez des écrits de moins de 5 ans. Donc là aussi, d'un point de vue culturel en psychomotricité, on est loin du compte et on a vraiment une révolution culturelle à faire puisqu'on a toujours tendance à, d'une part, citer peu de psychomotriciens et peu se référer aux psychomotriciens et d'autre part, citer des écrits qui sont très anciens. Or, à l'heure actuelle, si vous faites une recension, vous devez avoir le critère, ça va être une majorité d'écrits de moins de 5 ans. Et tout ça pour dire que qu'une découverte pousse l'autre, une avancée pousse l'autre, une recommandation pousse l'autre, et que quand vous allez faire votre étude, il faut vite la publier parce que vite, il y a d'autres gens derrière qui ça va devenir obsolète. Hein. Il y a une obsolescence programmée, c'est un peu comme pour les imprimantes. Donc c'est jamais définitif. Donc ce qui fait aussi que c'est plutôt rassurant parce que ce que vous allez trouver, ça n'a pas des conséquences trop graves parce que ça va pas. Les applications ne vont pas durer très longtemps. Il me vient une remarque qui ne répond pas entièrement à la question, mais c'est celle qui me fait penser, donc je vais fonctionner comme ça. Quand on démarre, en général, quand on s'intéresse à ça et qu'on veut se lancer sur la recherche, en général, on part d'un point de vue de psychomotricien clinicien. Et en fait, la première question qu'on pose, en général, c'est de prouver que la psychomotricité existe et fonctionne avec cette population. Et voilà. Et c'est à partir de là, vous allez commencer à vous couper des bras et des jambes pour élaguer votre question et arriver à une question qui peut obtenir une réponse. Et plus vous allez faire en entonnoir, plus vous allez réduire le nombre de variables, parce que c'est bien ça dont il s'agit, et moins vous aurez besoin de population. Voilà. Ça, si vous pouvez avoir ça en tête, de réduire le nombre de variables. Et quand vous avez une seule variable, que vous avez posé une question extrêmement pointue avec une seule variable, votre étude est accessible plus facile, enfin réalisable plus facilement, quoi. Enfin, ça limite un certain nombre de difficultés. Mais quand vous avez des questions trop complexes, trop ouvertes ou multiples, vous arrivez sur des méthodologies qui sont inaccessibles, quoi. Il vous faut 300 patients pour prouver, voilà, parce que les variables se croisent. Quand vous voulez analyser statistiquement, il vous faut du monde un peu partout sur la distribution, donc c'est compliqué à réaliser. C'est pas faisable. Donc si déjà parce que le problème de l'entonnoir, c'est quelque chose qui frustre tout le monde, hein. Voilà, l'entonnoir, ça frustre tout le monde, parce que plus on précise sa question, et plus on a l'impression d'être éloigné de ce que c'est que la psychomotricité. Par contre, vous vous rapprochez d'une question qui trouvera une réponse, enfin à qui on pourra répondre un petit peu. On ne va pas dire qu'on trouve une réponse, mais on apporte un début
de résolution. Voilà. Il peut y avoir aussi un autre mode, un autre type de frustration, parce qu'on entend beaucoup depuis tout à l'heure chercher. Le problème de la recherche, c'est pas forcément de chercher, c'est d'abord d'explorer, ce qui n'est pas forcément facile quand on est en psychomotricité, qu'on pense avoir des connaissances empiriques sur tel type, telle de pratique. Moi, je vois que ça fonctionne, etc. Donc, je veux faire une recherche pour montrer que ce que je fais est bon. Et ça fait partie aussi des frustrations qu'on a en psychomotricité, parce que dans les pratiques que l'on acquiert au fur et à mesure de la formation initiale et des formations complémentaires, on partage un certain nombre d'expériences cliniques et basées sur l'expérience clinique des uns et des autres, on reproduit quelque chose, mais ça reste empirique. Le problème de la recherche, c'est de se confronter justement à non pas l'obligation de vouloir prouver que quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas, mais de se poser la question de comment ça fonctionne, et qui me paraît déjà un petit peu plus compliqué. Alors je ne sais pas si mes deux collègues à côté de Franck partagent ce point de vue ou pas, mais la difficulté de rentrer dans une démarche exploratoire n'est pas de chose facile. En fait, moi, ça a été, mon sujet de master, en fait, c'était ça. C'était au départ, je voulais montrer la pertinence. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est pertinent ? Qu'est-ce que je fais en faisant de la psychomotricité avec la oui ? Est-ce que ça a vraiment un impact ? Est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise un autre médiateur ? Et en fait, finalement, mon étude s'est transformée en fait, comment ça marche ? Utiliser la oui en tant que psychomotricien, c'est comment je m'y prends, qu'est-ce que je mets en place, comment va se dérouler ma séance, quels sont mes objectifs de séance. Et déjà, c'est le comment. Et en fait, la pertinence, est-ce que c'est pertinent ? Moi, je pense que c'est pertinent d'utiliser la oui, mais le démontrer concrètement, pour l'instant, j'ai pas réussi. Pourquoi ? Parce que j'ai pas les outils qu'il faut. J'ai manque de temps aussi. C'est sûrement peut-être que je vais le faire, mais c'est quelque chose qui vaut du temps. Pour l'instant, j'ai répondu à la question, c'est comment on s'y prend et quels sont les résultats que j'ai obtenus. Voilà. C'est pour rejoindre. Je voudrais reprendre sur cette formulation-là, parce qu'en fait, ce qu'on décrit là, c'est pas comment ça fonctionne, mais qu'est-ce que je fais. On décrit ce que l'on fait et on mesure s'il y a un résultat particulier sur un critère particulier. Mais la question comment ça fonctionne, ça c'est une autre question et qui demande des méthodologies complètement différentes. Ce n'est pas du tout les mêmes questions de savoir comment ça fonctionne. Par contre, souvent ce que l'on fait, c'est qu'on décrit un protocole d'intervention avec des fois éventuellement un modèle de raisonnement, on l'applique et on voit s'il y a une efficacité particulière. Alors ça ne valide pas, ça ne veut pas dire que le modèle est bon ou que la méthode est la bonne, mais la meilleure. Ça veut dire simplement que si on fait ça, on peut espérer avoir tel résultat. Mais ça n'explique pas comment ça marche. Quels sont les principes qui font que ça fonctionne. Les méthodologies ne sont pas du tout les mêmes. C'est un jeu Nintendo. En fait, donc c'est un logiciel qu'on met dans un petit modem alors pas forcément. Il y a deux outils. Soit on monte sur une espèce de plateforme et en fait on bouge et on se voit bouger à l'écran dans un univers en ayant un objectif à accomplir. Alors ça peut être traverser un pont, ça peut être sauter sur un trampoline, ça peut être faire une posture de yoga, ça peut être plein de choses. Et alors on peut monter sur cette plateforme, ou bien aussi on a des manettes. Donc en fait ça marche par système infrarouge. En fait, ça détecte nos mouvements et du coup on se voit évoluer dans l'écran avec ce qu'on appelle un avatar, donc c'est-à-dire un petit personnage qui nous représente, qui représente notre corps. Alors soit on voit le personnage, soit en fait c'est pas forcément que l'avatar, soit on voit le personnage vraiment évoluer, soit on est comme si on était dedans. En fait on est immergé, voilà, on voit le décor qui défile et nous on bouge à l'intérieur. Voilà. Et du coup, ouais. C'est une autre question, ouais. Sauf si tu veux continuer un peu sur la oui, après j'enchaînerai sur quelque chose d'autre. Vas-y, pose ta question, puis peut-être que du fil en aiguille, en fait,
c'est complètement ailleurs que là, oui. J'espère ne pas trop m'éloigner de la recherche. C'est juste parce que on nous a parlé récemment de la phénoménologie. Donc, j'aimerais savoir si dans les recherches, ça avance. Bon, je sais, il nous reste qu'une demi-heure et c'est un grand sujet. Un quart d'heure. Mais si vous avez des ouvrages ou des... Alors, pour le coup, je vais faire une réponse qui n'en est pas une. Vous me précédez en fait. Vous me précédez d'un quart d'heure. D'accord. Puisqu'en fait, dans un quart d'heure, j'allais annoncer qu'on boucle et que dans un mois, le jeudi 4 décembre, on refait un café psychomote avec une phénoménologue qui va nous aider à comprendre le soi et le soin et l'inclusion éventuelle du soi dans le soin. Ça y est, j'ai aiguisé votre curiosité, j'espère. Toujours la même heure, 20h, 22h. On va essayer d'avoir des intervenants aussi étudiants qui ont bossé sur la phéno. Et normalement, ça devrait vous ouvrir un petit peu là-dessus. Et pour le coup, vous aurez plus de référencement bibliographique. Et là, on revient pour un petit quart d'heure sur la question de la recherche. Oui, moi, j'avais une question. Comment concilier les exigences de la recherche, c'est-à-dire produire des résultats objectivables sur lesquels plusieurs personnes peuvent tomber d'accord, avec la majorité, peut-être pas la majorité, mais beaucoup d'outils du psychomotricien qui sont, on va dire, que du subjectif, le dialogue tonico-émotionnel, l'image du corps, etc. etc. Donc, est-ce que, du coup, comme en fait on n'est que dans la relation, avec ces outils-là, donc la relation est par définition purement subjective, donc n'est pas objectivable, donc ne peut pas se chiffrer. Du coup, est-ce que ça exclut ce pan-là de la recherche? Et du coup, est-ce que ça exclut tout ce pan-là de la psychomotricité à venir? Ça sera que partiel aussi, hein, mais je pense que là encore, vous dites la relation n'est pas objectivable. Je pense que si, ça peut l'être, pas forcément dans son ensemble. Je pense qu'on peut trouver des indicateurs. Moi, je travaille avec des enfants autistes, vous l'avez compris. Donc justement, où le thème de la relation est assez crucial. Je sais que bon, c'était pas le cas dans ma recherche, mais moi, je me suis intéressée beaucoup à la recherche dans ce domaine. On peut objectiver la qualité des regards, le nombre de regards sur un temps donné, la distance, la proximité, les gestes infraverbaux. Enfin, la relation, c'est parce qu'en psychomotricité, on a beaucoup de grands concepts qui paraissent comme ça compliqués. Mais quand on s'y intéresse, justement, c'est d'où l'idée comme ça de faire ce travail d'entonnoir et de cibler sur quoi on veut travailler. On peut trouver toujours des indicateurs qui vont permettre d'une notion qui paraît très subjective de la rendre objectivable. Et après, c'est tout le travail de la recherche, c'est justement de se dire quels sont les bons indicateurs qui vont réussir à prouver ce que je veux prouver, aller dans le sens sur quoi je travaille. Mais je pense que tout, dans une certaine mesure, est objectivable si on veut l'objectiver. Après, ça dépend de la méthodologie qu'on choisit, ça dépend si on est vraiment dans une approche qualitative, quantitative. Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais qu'il y a toujours des moyens de se poser en tout cas la question et de trouver des solutions. Donc, moi, je pense que c'est possible. Ce qu'il y a surtout, c'est la question de la rigueur, parce qu'en filigrane, c'est un peu ça. La rigueur n'est pas l'apanage du quantitatif. La rigueur est aussi dans le qualitatif. C'est la rigueur qui fait la valeur de la recherche, pas simplement le fait de mesurer. Oui, c'est une traduction. C'est une question de traduction. Donc, la traduction, elle peut être en chiffres, la traduction, elle peut être en mots. Il y a des méthodes qualitatives. Il y a la réduction. On parlait de phénoménologie. Il y a la réduction phénoménologique, qui est tout à fait scientifique. C'est qualitatif, mais c'est scientifique. Vous regardez les travaux de Tiffany Venat. Il y avait un super mémoire de recherche purement qualitatif et d'autres aussi. Il y a Laure Grépot aussi qui a fait un très très beau travail de phénomène, à partir des concepts phénoménologiques et d'une étude de cas. Donc ça peut être tout à fait une monographie peut être tout à fait une production scientifique. On peut faire de la recherche purement qualitative, on peut faire du pur quanti et de la pure statistique, et on peut faire du mixte.
ce sur quoi je voulais revenir, parce que c'est quand même un point important quand on lance une idée, c'est que, je reviens sur l'histoire de l'entonnoir, il y a un moment où vous allez mettre de côté des choses qui vous semblent essentielles dans votre métier, parce que la méthodologie que vous allez utiliser ne pourra pas répondre à ces questions-là, ou elle ne pourra pas les inclure. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Si vous voulez questionner ce champ-là, il faudra formuler une autre question, mettre en place une méthodologie spécifique pour y répondre. Mais vous ne pourrez pas avoir une méthodologie qui couvre tout, en fait. Vous ne pourrez pas avoir une méthode qui réponde à la fois à... je vais reprendre un élément, je sais pas, la structuration du schéma corporel pour une telle classe d'âge, plus la relation qu'il y a eu avec cette personne pendant que j'ai fait ça, plus, etc. Vous ne pourrez pas répondre à tout. Donc vous allez faire de l'entonnoir, et dans l'entonnoir, vous allez spécifier votre question, mais vous allez éliminer des choses qui vous semblent essentielles et qui vont vous faire mal au cœur quand vous les enlevez. Parce que vous allez estimer que c'est... Oui, mais si j'enlève ça, ce pan-là, si je ne réponds pas à ça, du coup, où elle est la psychomote? La question... Votre programme n'est pas fait pour répondre à la question où est la psychomote. D'accord? Votre programme il est fait pour répondre à une question qui est qu'est-ce qui se passe quand je fais ça avec cette personne? Oui, ou qu'est-ce qui se passe pour cette population quand j'analyse son profil psychomoteur. Mais vous ne pourrez pas répondre à cette question et en même temps une question plus générale sur qu'est-ce que c'est que la psychomote ou qu'est-ce qui se passe avec les patients, etc. Voilà, c'est ça qui est à élaguer et qu'il faut avoir intégré de façon à ne pas ensuite être frustré dans son cheminement. Mais vous avez un tas de, comme disait Alexandre, vous avez un tas de méthodes d'analyse de données qui sont... qui associe du qualitatif et du quantitatif. On a, sur une étude qu'on a publiée pour un programme de relaxation et psychomotricité auprès des aidants que j'avais déjà présenté ici, on est en train actuellement, donc on avait eu des outils d'analyse de ce qu'on appelle le fardeau, enfin l'évolution du fardeau qui avait été faite avec des grilles, avec des scores. Et là, on reprend, on avait demandé aux aidants d'écrire à chaque séance quels effets ils avaient ressentis, à la fois au niveau de leur tension psychologique, tension physique, etc. Et donc maintenant, on fait une analyse du vocabulaire utilisé par les gens et on développe une analyse de contenu à partir du discours. Donc on peut développer des outils pour arriver à préciser le qualitatif. Hein. Bonsoir. Moi, j'aurais deux petites questions un peu plus concrètes. Je pense que ça sera rapide. La première, c'était est-ce que c'est possible d'exercer en tant que chercheur en psychomotricité à temps plein, comme on peut être par exemple chercheur en chimie au CNRS, ou est-ce que c'est forcément une activité annexe en plus de l'exercice clinique? Et la deuxième question, c'était par rapport à... vous disiez tout à l'heure que l'aboutissement de la recherche, c'était la publication dans des revues, et notamment vous disiez en langue anglaise, et ça m'a un peu interpellée dans la mesure où il me semble que la psychomotricité justement n'est pas très développée dans les pays anglophones. Donc je voulais savoir par qui sont lues ces publications, est-ce que c'est principalement par des francophones, des hispanophones, voilà. Oui. Moi, ça m'est arrivé quand on fait de la recension, on est dans une espèce de monde à part, puis on voit passer des tonnes, des packs, on télécharge des tas d'articles et puis on les lit en diagonale comme ça, et puis on ne sait même plus qui on lit à certains moments, on sait même plus, voilà, on fait plus trop attention, on est vraiment, on a des indicateurs qu'il faut qu'on sélectionne le texte. Puis un jour, je devais être un peu moins bien réveillée, j'étais en train de lire un texte, je savais plus qui était l'auteur, puis je commence à le lire, c'était en anglais, puis je me dis tiens, je comprends bien ce qu'il écrit celui-là, ça avait été écrit par Albaré. Donc oui, on se retrouve à lire en anglais des auteurs français. Oui, qu'on peut pas. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas les lire en français parce qu'on ne publie plus beaucoup en français. Et qu'en revue scientifique, en revue à comité en français à l'heure actuelle, il y a développement et évolution psychomotrice dans nos domaines et ANAE. Donc on a vite fait le tour. Et puis sinon après, c'est les revues anglaises. Alors actuellement, il n'y a pas de chaire de psychomotricité à l'université. Donc il peut y avoir des psychomotriciens qui ont fait des cursus de doctorat et qui arrivent ensuite à faire de la recherche dans des laboratoires, mais en général, ils ne s'affichent plus comme psychomotriciens. Ils ont obtenu leur doctorat sous une autre étiquette et ils font souvent de la recherche en lien, dans le champ théorique ou proche du champ théorique de la psychomotricité.
mais ils n'ont plus cette étiquette, ils ne se présentent plus avec cette étiquette-là. peuvent Vèvre être, Douai, par exemple. Hein, donc, Albaré, alors je ne sais plus ce qu'il est dans le laboratoire Prisme, Albaré, s'il travaille simplement dedans ou il est directeur du laboratoire Prisme. Il est directeur du labo, oui. Donc, il y a Laurence Fèvre qui est INSERM. Voilà, il y a des gens qui sont dans la recherche, dans des structures publiques ou semi-publiques, mais ils n'ont plus l'étiquette de psychomotricien, bien qu'ils soient passés par la case initiale psychomotricité. Ils peuvent être docteurs en neurosciences, en psychiatrie. Vous ne pouvez pas faire un doctorat de psychomotricité aujourd'hui en France. Pour l'instant, en tout cas. Donc, ça sera soit sciences de l'éducation, soit psychologie, soit sciences du mouvement, soit... anthropo. Voilà. En anthropo, en sociaux. En anthropologie, en sociaux, en linguistique, mais du coup, une fois que vous avez votre doctorat, voilà, la filière vous appelle, quoi. Hein, et dans la mesure justement où dans le cadre de la réingénierie, on évoque... Alors, dans le cadre de la réingénierie, on se placera dans le LMD, là on n'y est pas, et on verra bien la reconnaissance qui s'ouvrira après la réingénierie, mais de toute façon, quelle que soit cette reconnaissance, elle ouvrira une poursuite en master et doctorat. Après, il faudra voir, il y aura un effort de la profession, parce qu'avant de créer une chaire de psychomotricité, il faut qu'il y ait du contenu, hein, il faut développer ça sur vraisemblablement quelques années encore, ça sera votre génération, et puis constituer après donc une chaire de psychomotricité qui pourra être identifiée comme telle. Mais là, voilà. Nous sommes une profession qui a qu'une quarantaine d'années, donc... Je vois qu'il n'y a pas de main levée, ça m'arrange. Juste pour Bon, allez, une dernière question. Oui, je voudrais demander à la jeune femme qui vient me parler de cet appareil si intéressant, comment elle l'a appliqué sur ses patients. Si vous voulez nous en parler, ça m'intéresse. Là, on va être limite. Peut-être en aparté, prendre un petit temps. Là, je voudrais juste rebondir pour finir sur ce qu'a dit Franck. Ça sera le deuxième café psychomote sera donc le 4 décembre sur la Phéno. Et au mois de février, le troisième, c'est combien de février? 3 février on vous enverra ça. Ça sera justement sur les actualités professionnelles et sur cette question notamment, mais il n'y aura pas que ça, sur la réingénierie, sur tout ce qui se passe au niveau professionnel. Et croyez-moi, il se passe beaucoup de choses. Voilà. 12 février 12 février. Heureusement, j'ai mes aides mémoire. Bonne soirée, bonne continuation.